Pendant mon mariage, le photographe m'a tiré à l'écart, vérifie ton téléphone. Ne réagis pas, j'ai vu un message d'un inconnu avec ma photo. Ça disait. Le moment précis où Étienne a attrapé mon poignet, j'ai su que quelque chose de terrible était en train de se produire. Pas une seconde plus tôt, ni une seconde plus tard. J'étais sur le point de franchir le seuil du grand salon du château. La musique, un quatuor à cordes que nous avions mis des mois à choisir, venait de commencer les premières notes de la marche nuptiale. Sans père Dieu, ceux de nos amis les plus chers, de notre famille, étaient tournés vers moi, attendant mon premier pas vers l'homme que j'aimais plus que tout au monde. Mais Étienne, notre ami d'enfance, l'ami de la famille, celui qui avait pris des photos de moi enfant grimpant aux arbres et qui était aujourd'hui notre photographe officiel, m'a retenu. Sa poigne n'était pas brutale. C'était pire. Elle était délibérée, tendue, comme s'il retenait une panique pure. Son visage, habituellement si calme et moqueur, était d'une pâleur de cire. Ses yeux, habituellement pétillants derrière son appareil photo, étaient fixés sur les miens avec une intensité qui me glaça le sang jusqu'aux os. Il s'est penché, son souffle chaud contre mon oreille, contrastant avec le froid qui m'envahissait. Sa voix était si basse qu'elle fut presque couverte par le crescendo du violon. Léonie. Fais exactement ce que je dis. Vérifie ton téléphone. Et surtout, ne réagis pas. Mon cœur. Je l'ai senti. Il n'a pas seulement battu plus fort. Il a donné un coup si violent dans ma poitrine que j'ai cru qu'il allait se briser. Une blague? Le jour de mon mariage? Non. Pas Étienne. Le regard sur son visage était bien trop sérieux, bien trop terrifié. Ma première pensée a été pour maman. Ou pour ma sœur, Agathe. Un accident sur la route en venant? Mes mains, gantées de dentelle, tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le petit téléphone que je gardais, contre toute tradition, dissimulé dans un pli de ma robe. Je l'ai sorti. L'écran était allumé, comme s'il m'attendait. Il y avait un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Un numéro masqué. Et puis, je l'ai vu. Ce n'était pas un texte. C'était une photo. Une photo de moi. De dos. Dans cette même robe de mariée. Dans cette même pièce, le boudoir privé du château que nous avions loué à Saint-Émilion. La photo avait été prise il y a quelques minutes à peine. Elle était nette, d'une qualité professionnelle. Elle était prise d'un angle élevé, comme si quelqu'un m'avait observé depuis une bouche d'aération ou une mezzanine cachée. Mon sang s'est retiré de mon visage. Seule ma mère, ma sœur Agathe et moi avions été dans cette pièce depuis 1 heure. Mes yeux, comme hypnotisés par l'horreur, ont scanné le texte qui se trouvait juste en dessous de l'image. Si tu fais un pas de plus vers lui, tout ce que tu aimes sera détruit. J'ai arrêté de respirer. L'air dans la pièce est devenu lourd, suffocant, impossible à inhaler. Le son du violon à l'extérieur me semblait soudain lointain, distordu, comme un écho moqueur d'une autre vie. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas une erreur. C'était une menace. Une menace réelle, tangible. Quelqu'un avait été là, à quelques mètres de moi, me regardant, me photographiant, sans que je m'en rende compte. Je n'étais pas seulement observé. J'étais traqué. J'ai relevé la tête, cherchant désespérément de l'air. Mon regard a croisé le bout de l'allée, à travers l'embrasure de la porte. Je pouvais le voir. Bastien. Mon Bastien. Mon futur mari. Il se tenait là, magnifique dans son costume, sous l'arche de fleurs que nous avions conçue ensemble. Il me souriait. Ce sourire tendre et patient qui m'avait fait tomber amoureuse de lui. Il n'avait aucune idée. Aucune idée qu'à cet instant précis, à quelques mètres de lui, son monde, notre monde, était en train de voler en éclats. Et la pensée la plus terrifiante, la plus insidieuse, m'a frappé comme un poignard en plein cœur. Je ne savais pas si l'homme que j'allais épouser était la cible de cette menace, ou s'il en était l'auteur. Le sourire de Bastien. Ce sourire avait été mon refuge. Après la mort de papa, quand je pensais que je ne pourrais plus jamais faire confiance à personne, ce sourire avait été mon phare. Il était synonyme de sécurité, d'honnêteté, de foyer. Mais maintenant, en le regardant à travers le prisme de cette menace anonyme, ce sourire me glaçait le sang. Était-ce un masque?
Toute notre relation, nos 2 années de rire, de projets, de confidences nocturnes, n'était-ce qu'une façade complexe? Mon esprit s'emballait. Si tu fais un pas de plus vers lui. Le message était clair. Le problème, c'était lui. Ou du moins, mon union avec lui. Je m'appelle Léonie, j'ai 32 ans, et aujourd'hui devait être le plus beau jour de ma vie. Le jour où je disais « oui » à l'homme qui m'avait patiemment aidé à recoller les morceaux de mon cœur brisé, qui m'avait appris à faire confiance à nouveau après la perte dévastatrice de mon père. Au lieu de cela, ce jour est devenu celui où j'ai découvert que la personne en qui j'avais le plus confiance au monde cachait peut-être un secret si sombre, si dangereux, qu'il menaçait non seulement mon bonheur, mais aussi la sécurité de tout ce que j'aimais. Si vous regardez ceci, si vous pouvez m'entendre, je vous en supplie, restez avec moi jusqu'à la fin. Cette histoire, elle pourrait bien être l'avertissement le plus important que vous n'entendrez jamais. Avant que je ne vous raconte la suite, j'aimerais savoir qui écoute. J'ai besoin de me sentir moins seule. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. De quelle ville? De quel pays? Est-ce le matin ou le soir chez vous en ce moment? J'ai l'impression d'être prise au piège dans ce couloir, et savoir que quelqu'un, quelque part, m'écoute, cela m'aiderait plus que vous ne pouvez l'imaginer. J'ai regardé Étienne, mes yeux remplis d'une panique muette que je ne devais pas montrer aux invités. Il a compris. Son regard était dur, il n'était plus mon ami d'enfance, il était devenu un protecteur. Respire, Léonie, a-t-il murmuré. Fais-moi confiance. Ne sors pas, fais demi-tour, lentement. Suis-moi. Il a attrapé ma main. J'ai senti le tissu lourd de ma robe en satin, cette robe qui symbolisait tous mes espoirs, peser sur moi comme un linceul. J'ai fait un pas en arrière, m'éloignant de la musique, m'éloignant de mon mariage, m'éloignant de l'homme que j'aimais. Je ne savais pas que ce simple pas en arrière n'était pas une fuite. C'était le début d'une chute vertigineuse dans un passé que je croyais enterré, un passé que je n'avais jamais vraiment compris. Un passé qui, visiblement, n'était pas mort. Et il m'attendait. Étienne m'a guidé rapidement hors du boudoir, non pas vers l'allée principale d'où venaient les murmures confus des invités, mais vers un petit couloir de service sombre et froid. Le contraste était brutal. Je suis passé de la lumière chaude des bougies et de l'odeur enivrante des lys et des roses à un couloir étroit, sentant la cire à parquet et la poussière. Qu'est-ce que c'est, Étienne? Ma voix était un filet d'air. Qui ferait ça? C'est une mauvaise blague? Il s'est arrêté sous une ampoule nue et m'a regardé. Léonie, regarde la photo. L'angle. La netteté. Ce n'est pas un invité avec un téléphone. C'est professionnel. C'est réfléchi. Quelqu'un était caché. Quelqu'un savait exactement où tu serais et quand. Mon estomac s'est noué. C'était donc prémédité. Ce n'était pas un acte impulsif. C'était une opération planifiée. Ce qui rendait l'horreur de cet instant encore plus insupportable, encore plus cruel, c'était le souvenir de ce matin même. Tout avait été si parfait. Dérisoirement, absurdement parfait. Je m'étais réveillée dans cette suite magnifique du château, avec une vue imprenable sur les vignobles de Saint-Émilion baignés par la brume dorée du lever de soleil. L'odeur du café frais et des croissants chauds, que maman avait insisté pour faire monter, flottait dans l'air. Maman, Martine, était là, rayonnante, plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. Elle s'agitait comme un petit colibri, vérifiant chaque détail, replaçant un pli de ma robe, s'assurant que la coiffeuse avait tout ce qu'il fallait. Elle avait tant rêvé de ce jour, peut-être même plus que moi. Et ma sœur, Agathe. Ma cadette de 3 ans, ma confidente, mon roc, ma meilleure amie. Elle était entrée en trombe dans la chambre, un plateau à la main, les yeux brillants de malice et d'amour. Alors, future madame, avait-elle lancé en riant, prête à faire le grand saut? Pas de regret? Il n'est pas trop tard pour s'enfuir au Brésil. Nous avions tout partagé, Agathe et moi. Les chagrins d'amour de l'adolescence, les secrets inavouables, les peurs, les rêves. Il n'y avait personne au monde en qui j'avais plus confiance. Pendant qu'on me coiffait, transformant mes cheveux bruns en un chignon élégant, mon regard s'était posé sur la petite photo que j'avais apportée et placée sur la coiffeuse. Une photo de papa. Il me souriait, ses yeux pétillants de fierté.
Il était parti il y a 3 ans, d'une crise cardiaque foudroyante qui avait laissé un cratère béant dans nos vies. Il était mon ancre, ma boussole morale. J'ai senti une vague de tristesse m'envahir, le manque aigu de sa présence en ce jour. Je me suis souvenu de ce qu'il me disait toujours, quand j'étais petite et que j'avais peur du noir, ou plus tard, quand j'avais peur de faire les mauvais choix de vie. Il me prenait la main, la serrait fort, et disait, « N'aie jamais peur de la vérité, ma chérie. C'est la seule chose qui te libérera. » Ces mots avaient façonné la femme que j'étais devenue. C'était pour ça que j'étais tombée amoureuse de Bastien. Je pensais, j'avais cru, avoir trouvé en lui cette même honnêteté brute, cette même force tranquille, cette même aversion pour les faux-semblants. Tout était parfait. Sauf un détail. Un détail si fugace que je l'avais chassé de mon esprit presque aussitôt. Alors que j'étais assise, ma mère et ma sœur s'extasiant devant ma coiffure, j'avais levé les yeux vers le grand miroir mural. Dans le reflet de l'embrasure de la porte, j'avais vu tante Gisèle. La sœur de mon père. Elle se tenait là, immobile dans le couloir, regardant à l'intérieur de la suite. Elle ne souriait pas comme les autres membres de la famille que j'avais croisés. Elle me regardait fixement. Pas avec la tendresse d'une tante le jour du mariage de sa nièce. C'était un regard froid, dur. Presque calculateur. Comme si elle évaluait quelque chose. Cela n'avait duré qu'1 seconde. Dès qu'elle a vu que je l'avais vue dans le miroir, elle avait esquissé un sourire forcé et avait disparu dans le couloir, se mêlant aux autres. J'avais mis ça sur le compte du stress. Tante Gisèle avait toujours été un peu distante, un peu amère, surtout après la mort de papa. Il y avait eu des tensions dans la famille à propos de l'héritage, des histoires d'argent que je n'avais jamais vraiment cherché à comprendre. J'avais tort. J'aurais dû écouter cet instinct. J'aurais dû comprendre que le passé n'était pas mort. En fait, il me regardait droit dans les yeux depuis le seuil de ma porte, avec le visage de ma propre famille. J'étais là, dans ce couloir de service froid, agrippée au bras d'Étienne comme à une bouée de sauvetage, ma magnifique robe en satin traînant sur le sol poussiéreux. Étienne, qui pouvait savoir? Personne n'était censé. Chut, m'ordonna-t-il. Il m'a poussé doucement dans un petit office, une réserve sentant le citron et le bois ciré. C'était sombre, éclairé seulement par la lumière du couloir. Il a fermé la porte, nous plongeant presque dans le noir. Étienne, qu'est-ce que c'est que ça? Ma voix tremblait si fort que les mots étaient à peine audibles. Qui ferait une chose pareille? Il secoua la tête, son visage grave à la lueur du téléphone. Je ne sais pas, Léonie. Mais ce n'est pas un amateur. C'est calculé. C'est cruel. Et comme pour confirmer ses dires, comme si l'agresseur nous entendait, mon téléphone, que je tenais toujours dans ma main moite, vibra à nouveau. J'ai poussé un petit cri étouffé. J'ai failli le lâcher. Cet objet, mon téléphone, était devenu une arme pointée sur moi. Regarde, dit Étienne, sa voix tendue. J'ai baissé les yeux, mon cœur battant à tout rompre. Un nouveau message. Du même numéro masqué. Cette fois, pas de photo. Juste du texte. Ton père t'a dit de ne jamais avoir peur de la vérité. Mais il t'a menti. Sa vérité est ce qui l'a tué. Par maintenant. Un trou noir s'est ouvert dans mon estomac. Si la première menace était un coup de poing, celle-ci était un coup de poignard, tourné lentement dans la plaie. Cette phrase. La phrase de mon père. Le mantra de ma vie. Le pilier de mon être. Comment cette personne pouvait-elle savoir cela? Ce n'était pas une anecdote que je racontais en société. C'était intime. C'était le cœur de ma relation avec mon père. C'était le secret de ma force. Cet inconnu, ce monstre, ne se contentait pas de me menacer. Il prenait le souvenir le plus sacré que j'avais, l'héritage le plus précieux de mon père, et le tordait pour en faire une arme. Il dansait sur sa tombe. Il me disait que la chose en laquelle je croyais le plus était un mensonge qui l'avait tué. Qui? J'ai bégayé, m'adressant plus à moi-même qu'à Étienne. Qui pouvait savoir ça? À part maman, et Agathe? Mes jambes ont flanché. L'adrénaline qui m'avait tenu debout s'est retirée d'un coup.
J'ai dû m'agripper à une étagère remplie de nappes blanches empilées pour ne pas m'effondrer sur le sol. L'air me manquait. J'étais prise au piège dans ce petit placard sombre, et le monde extérieur s'était arrêté. Léonie, respire, dit Étienne, me secouant doucement l'épaule. Sa voix était ferme. C'est ce qu'ils veulent. Ils essaient de te faire paniquer. Ils veulent que tu fasses une erreur. Que tu t'enfuis. Que tu annules tout. Mais... Bastien. J'ai réussi à articuler, le nom ayant un goût amer dans ma bouche. Est-ce qu'il est en danger? Étienne m'a regardé, et son silence fut plus terrifiant qu'une réponse. Il a hésité. Je ne sais pas, Léonie. Je ne sais pas s'il est en danger, ou s'il est le danger. La pensée était si monstrueuse que je l'ai repoussée. Bastien? Mon Bastien? L'homme qui me lisait des poèmes quand j'étais triste? L'homme qui avait pleuré avec moi en regardant la photo de mon père? Impossible. Il m'aimait. Je le savais. N'est-ce pas? Mais alors, pourquoi m'avoir menacé en disant « si tu fais un pas de plus vers lui » ? L'ennemi n'était pas Bastien. L'ennemi était notre mariage. Avant que je puisse formuler cette pensée à voix haute, avant même que je puisse reprendre mon souffle, le téléphone a vibré une 3e fois. Cette fois, l'attaque était précise, chirurgicale. Et elle visait droit au cœur de ma confiance. Elle visait Bastien. Étienne m'a fait sortir de l'office étouffant. On ne peut pas rester là. C'est un cul-de-sac. Il a regardé à gauche et à droite dans le couloir de service désert. Viens, il y a un petit salon privé par ici, les mariés l'utilisent parfois pour s'isoler. On sera plus en sécurité. Il m'a guidé, ma robe glissant sur le sol. Il a ouvert la porte d'un petit salon élégant, meublé de fauteuils en velours. Il a verrouillé la porte derrière nous. Reste là, m'a-t-il dit, posant son énorme sac d'appareils photo sur une table basse. Il en a sorti, un ordinateur portable. Étienne? Je ne suis pas qu'un photographe, dit-il en tapant rapidement. Ma petite entreprise de sécurité informatique à Bordeaux, elle marche plutôt bien. Ton père lui-même m'avait demandé conseil plusieurs fois pour sécuriser ses dossiers. Je lui avais installé un système. Il leva les yeux vers moi. Cette personne, elle est sur le réseau Wi-Fi du château. C'est stupide de leur part. Ils utilisent un proxy pour masquer leur adresse IP, mais le réseau de ce château est une passoire. J'essaie de les localiser. Cette révélation qu'Étienne était un expert en cybersécurité aurait dû me rassurer. Mais elle ne faisait qu'ajouter au surréalisme de la situation. Mon mariage était devenu un thriller d'espionnage. Et c'est là que l'arme est réapparue. Mon téléphone. Il vibra sur la table en velours. Le son me fit sursauter comme un coup de feu. J'ai regardé l'écran. C'était une vidéo. Ne regarde pas ça seul, dit Étienne. Mais je l'ai fait. J'ai appuyé sur « Lecture » avec un doigt tremblant. Mon cœur s'est arrêté. Non. Il s'est brisé. La vidéo était granuleuse, tremblotante, clairement filmée en cachette, probablement avec un téléphone. Mais c'était indéniablement Bastien. Il était assis à une table. J'ai reconnu l'endroit. La Tupina, à Bordeaux. Un restaurant célèbre, rustique, où il m'avait emmené pour notre premier anniversaire. Il n'était pas seul. En face de lui, une femme. On ne voyait pas bien son visage, caché par ses longs cheveux bruns, mais je voyais sa main. Et je voyais la main de Bastien, posée sur la sienne. La caressant doucement avec son pouce. Ils parlaient à voix basse, leurs têtes penchées l'une vers l'autre. Leurs corps étaient tournés l'un vers l'autre. Ce n'était pas une réunion professionnelle. Ce n'était pas amical. C'était intime. La vidéo s'est coupée. Brutalement. Un message est apparu juste en dessous. Il te ment. Il l'a rencontré hier soir. Pendant que tu préparais ton jour parfait, point. Non. J'ai secoué la tête, les larmes montant, chaudes et rageuses. Non, c'est un montage. C'est faux. Il était avec ses témoins hier soir. Son enterrement de vie de garçon. Léonie. Commença Étienne, son visage rempli d'une pitié que je ne supportais pas. C'est faux.
J'ai crié, ma voix se brisant. J'allais jeter le téléphone contre le mur. J'allais briser cet objet de malheur, cet instrument de torture. Mais il vibra une dernière fois, comme un serpent nargue. Un simple message texte. Demande-lui à propos du 14 juin. Demande-lui à propos de son voyage d'affaires à Lyon. Le 14 juin. Le sang a quitté mon visage. Je me suis sentie devenir froide, vide. Le 14 juin. Il y a 4 mois. Bastien avait disparu pendant 24 heures complètes. Il était censé être à Paris pour une conférence. Il m'avait appelé tard le soir du 13, sa voix tendue, disant qu'il devait faire un aller-retour urgent et imprévu à Lyon pour un client. Son téléphone avait été éteint toute la journée du 14. Il était revenu le 15, épuisé, les traits tirés, distant. J'avais eu un mauvais pressentiment à l'époque. Une sensation étrange, comme s'il m'avait menti. Mais je l'avais chassé. Je lui faisais confiance. Je m'étais dit que j'étais paranoïaque, que le stress de son travail le rongeait. Et maintenant? Maintenant, cet inconnu me jetait ce mensonge à la figure. Ce n'était pas un montage. Ce n'était pas une blague. Bastien m'avait menti. Toute ma confiance, si difficilement reconstruite après la mort de mon père, s'effondrait comme un château de cartes. Était-il en train de me tromper? Toute notre relation, tout notre amour, n'était-ce qu'un mensonge? Mon monde basculait. L'homme que j'aimais était un étranger. L'homme qui m'attendait devant l'hôtel était un menteur. Je ne savais plus qui était l'ennemi. L'inconnu qui m'envoyait ces messages, ou l'homme que j'allais épouser. Et c'est à ce moment précis que quelqu'un a frappé violemment à la porte verrouillée. J'ai poussé un cri, me reculant contre le mur. Étienne s'est mis entre la porte et moi. « Qui est là ?» a-t-il demandé d'une voix forte. « Étienne ? C'est Agathe. Ouvre-moi. Léonie est avec toi ? » Tout le monde panique. Maman est au bord de la crise de larmes. Étienne m'a regardé. J'ai hoché la tête, tremblante. Il a déverrouillé la porte. Ma sœur est entrée en trombe, son visage de demoiselle d'honneur parfait déformé par l'inquiétude. Léonie. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 10 minutes. Les invités, la musique a repris puis s'est arrêtée. Qu'est-ce qui se passe? Sa voix, habituellement si vive, s'éteignit net quand elle vit mon visage. Quand elle vit mes larmes, mon mascara qui avait coulé sur le satin blanc immaculé de ma robe. Léo. Elle a chuchoté, s'approchant. Qu'est-ce qui se passe? Tu as changé d'avis? Je n'ai pas pu répondre. Les mots ne venaient pas. Je lui ai juste tendu le téléphone. J'ai observé son visage. C'était comme me regarder dans un miroir. J'ai vu l'incompréhension se transformer en confusion, puis en horreur pure. Ses yeux se sont écarquillés en lisant les messages sur mon père. Sa mâchoire s'est crispée en voyant la vidéo de Bastien. Elle leva les yeux vers moi, sa lèvre inférieure tremblant de rage. Bastien, ce salaud. Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, la porte s'ouvrit à nouveau, violemment. C'était maman. Martine. Elle était pâle, ses yeux rougis. Elle n'avait pas attendu qu'on lui ouvre. Léonie. Dieu merci. J'ai cru que tu avais fait un malaise. Le traiteur disait que... Mais pourquoi tu pleures? Agathe? Qu'est-ce qui se passe ici? Elle se précipita vers moi, ses bras ouverts pour me réconforter. Et au moment où elle allait me prendre dans ses bras, au moment où j'allais m'effondrer et tout lui raconter. Le téléphone dans ma main, que j'avais presque oublié, s'alluma. Un nouveau message. Je n'ai même pas eu besoin de lire le texte. La photo suffisait. C'était une photo de maman. Prise à l'instant. Debout dans l'allée centrale, au premier rang, juste avant qu'elle ne vienne me chercher. Elle souriait, anxieuse, regardant vers la porte, ne se doutant de rien. Une photo prise par quelqu'un assis juste derrière elle. Le message en dessous était court. 5 mots. Dis un mot à ta mère et elle rejoindra ton père. J'ai failli vomir. Le sang dans mes veines s'est transformé en glace. Ce n'était plus à propos de moi. Ce n'était plus à propos de la trahison de Bastien.
C'était une question de vie ou de mort. Pour ma mère. J'ai rapidement retourné le téléphone pour que maman ne voie pas l'écran, le cachant dans les plis de ma robe. J'ai le trac, maman. C'est tout. Ma voix était rauque, mes connaissances. Mais ma mère me connaissait mieux que personne au monde. Elle a vu la panique pure dans mes yeux. Elle a vu la façon dont je regardais Étienne, qui se tenait près de la porte comme un garde du corps. Elle a posé ses mains sur mes épaules. Ses mains tremblaient. Léonie, regarde-moi. J'ai levé les yeux vers elle. Elle essayait de sourire, de me rassurer. Mais j'ai vu quelque chose dans son regard. Une lueur. Une peur, familière. Une peur que j'avais déjà vue. Une peur que je n'avais pas su nommer à l'époque. C'était la peur que j'avais vue dans ses yeux dans les mois sombres qui avaient suivi la mort de papa, chaque fois que le téléphone sonnait tard, chaque fois qu'une voiture ralentissait devant notre maison. Elle savait. Maman savait quelque chose. Elle ne faisait pas que s'inquiéter pour mon mariage. Elle était terrifiée. À cet instant précis, j'ai compris que j'étais prise au piège. L'inconnu me menaçait de tuer ma mère si je parlais. L'homme que j'allais épouser me mentait et me trompait peut-être. Et ma propre mère, ma mère me cachait des secrets depuis des années. Dites-moi, honnêtement, qu'auriez-vous fait à ma place? En qui auriez-vous eu confiance? Auriez-vous tout arrêté, risquant la colère de cet inconnu et la vie de votre mère? Auriez-vous confronté votre mère, là, maintenant, alors qu'elle était elle-même menacée? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir si j'aurais pu faire autrement. Maman, j'ai chuchoté, ma voix se brisant. Tu sais quelque chose. N'est-ce pas? Son visage s'est décomposé. Léonie, ma chérie, ce n'est pas le moment. Ça a un rapport avec la mort de papa, ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Maman a fermé les yeux. Et dans son silence, dans la larme qui a coulé sur sa joue parfaitement maquillée, j'ai eu ma réponse. Le silence dans le petit salon était assourdissant. Seule ma respiration haletante et les sanglots étouffés d'Agathe, qui avait compris que la situation était bien plus grave qu'une simple infidélité, le brisaient. Maman, dis-moi. J'ai attrapé ses mains. Elles étaient glacées. Qu'est-ce que tu me caches? Depuis 3 ans. Je viens d'être menacée de mort, et ma mère est menacée. Dis-moi. Martine a secoué la tête, les larmes coulant sans retenue. Je ne pouvais pas, Léonie. Je te l'avais promis. J'avais promis à ton père. Promis quoi? J'ai crié, perdant patience. Elle a enfin ouvert les yeux. Son regard était rempli d'une peur et d'une tristesse si profonde que j'ai reculé d'un pas. Ton père, a-t-elle commencé, sa voix brisée par les sanglots. Sa mort. Ce n'était pas une simple crise cardiaque. Pas comme ça. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Quoi? Il avait reçu des menaces. Des semaines avant. Comme toi. Des messages. Des avertissements. Il m'a fait jurer de ne jamais en parler si quelque chose lui arrivait. Des menaces à propos de quoi? Intervint Étienne, sa voix soudain dure, professionnelle. Il avait arrêté de taper sur son ordinateur. Son travail, dit maman. Pas son travail officiel d'expert comptable. Ses recherches personnelles. Il était bénévole pour une association. Il avait découvert quelque chose. Un réseau. Un vaste réseau de blanchiment d'argent. Des gens très puissants, des politiciens, des hommes d'affaires, qui utilisaient des œuvres de charité pour leurs affaires. Mon cerveau n'arrivait pas à suivre. Papa? Un enquêteur? L'homme qui m'apprenait à faire du vélo? Il a tout caché, continua maman, sa voix devenant plus forte, plus urgente, comme si elle se libérait d'un poids. Toutes les preuves. Des numéros de compte, des noms, des enregistrements audio. Il a tout mis dans un endroit sûr. Il m'a dit que c'était sa police d'assurance. Pour te protéger. Pour nous protéger. Oh. J'ai demandé, ma voix n'étant qu'un souffle. Dans une fiducie. Une structure légale. C'est un terme financier. Il l'a mise à ton nom.
Il a dit que tu étais la seule personne en qui il avait une confiance absolue. Et puis, le dernier clou dans mon cercueil. La pièce maîtresse du puzzle. Léonie. Maman m'a regardée, ses yeux noyés de larmes. Cette fiducie, elle est conçue pour s'activer légalement, au moment précis où tu signes l'acte de mariage. Le souffle m'a manqué. J'ai compris. J'ai tout compris. L'inconnu. Les menaces. La photo. La torsion des mots de mon père. La vidéo de Bastien. Ce n'était pas pour me faire du mal par jalousie. Ce n'était pas une amante éconduite. C'était pour m'empêcher de me marier. C'était pour que cette fiducie, ces preuves, cet héritage dangereux, reste en sommeil. Cette personne, j'ai dit, ma voix tremblant de rage, ils ne veulent pas ruiner mon mariage. Ils veulent l'empêcher. Au moment exact où j'ai prononcé ces mots, un clic sec a retenti dans le couloir. Et la pièce a été plongée dans l'obscurité totale. Les lumières du salon, du couloir, tout s'est éteint. Agathe a poussé un cri perçant. J'ai entendu maman halter, cherchant ma main dans le noir. Restez immobile, a crié Étienne. J'ai tâtonné dans le noir, cherchant la poignée de la porte. Je l'ai trouvée. J'ai tourné. Verrouillé. J'ai tourné à nouveau, plus fort, secouant la porte. Verrouillé de l'extérieur. On est coincé. J'ai crié, la panique prenant enfin le dessus. Ils nous ont enfermés. Calmez-vous, a dit la voix d'Étienne, étonnamment calme dans le noir. J'ai entendu le cliquetis de son clavier. Ils ont coupé le courant de cette aile. Ils nous ont isolés. Mais la serrure est électronique. J'ai mon ordinateur, il a une batterie. Je peux la pirater. Donnez-moi une seconde. Une seconde. Nous étions piégés dans le noir. Avec un prédateur qui se promenait librement dans ce château. Un prédateur qui savait tout sur mon père, qui me surveillait, et qui venait de nous enfermer. Et je ne savais toujours pas si Bastien était dehors, inquiet, ou s'il était de l'autre côté de la porte. L'obscurité était totale, oppressante. Elle sentait la poussière et le velours des vieux fauteuils. Je ne pouvais entendre que la respiration haletante de ma mère, qui récitait une prière à voix basse, et les petits clics frénétiques du clavier d'Étienne. Combien de temps, Étienne ? J'ai demandé, essayant de garder ma voix stable, de ne pas céder à la panique qui me griffait la gorge. Presque. J'y suis presque. Le système de sécurité de ce château est une antiquité. Combien de temps avant que cette personne n'essaie d'entrer ? Avait-il une clé ? Étaient-ils armés ? Mon imagination s'emballait. Un clic métallique franc retentit, si fort dans le silence qu'il nous fit tous sursauter. La porte s'ouvrit. La faible lumière de sécurité du couloir principal inonda la pièce. Étienne avait ouvert la porte. Vite, dit-il, rangeant son matériel en un éclair. J'ai un signal. Le Wi-Fi de l'intrus. Il est actif. Et il se déplace. Il regarda l'écran de son ordinateur. Vers l'arrière du château. Vers les cuisines et les couloirs de service. Loin de la réception. Il faut y aller, j'ai dit, ma peur se transformant en une rage froide. Léonie, non. Maman s'est agrippée à mon bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. C'est trop dangereux. Appelons la police. Maintenant. Et leur dire quoi ? J'ai rétorqué. Que j'ai reçu des messages ? Que quelqu'un a coupé le courant ? Ils ne nous croiront jamais à temps. Cette personne s'enfuit. J'ai regardé Étienne. Il était le seul qui comprenait. Il faut qu'on sache qui c'est. Il a hoché la tête, son visage déterminé. Restez derrière moi. Agathe, occupe-toi de ta mère. N'allumez pas les lumières de vos téléphones. Nous avons couru. J'ai relevé l'ourlet de ma robe de mariée, ma traîne magnifique se salissant sur le sol. Je courais dans les couloirs de service froids et carrelés, loin de la musique et des rires confus de nos invités. C'était surréaliste. Ma vie était devenue un cauchemar réveillé. Par là, dit Étienne, suivant le signal sur son téléphone, qu'il tenait dissimulé. Nous avons débouché près d'une sortie de service, à côté des grandes caves à vin du château. L'air était froid,
il sentait le mou et la terre humide. Et puis, je l'ai vu. Bastien. Il n'était pas à l'hôtel. Il n'était pas avec les invités. Il était là, sous la faible lueur d'une ampoule de service, l'air agité, passant la main dans ses cheveux, parlant à voix basse. Il n'était pas seul. La femme de la vidéo était avec lui. Mon cœur, que je croyais déjà brisé, s'est fendu en deux. C'était donc vrai. Tout était vrai. La trahison. Les mensonges. La vidéo. Le 14 juin. Bastien. Ma voix n'était pas un murmure. C'était un cri rauque, plein de la douleur et de la rage de ces 30 dernières minutes. Il s'est retourné, ses yeux s'écarquillant d'horreur en me voyant. Pas de culpabilité. D'horreur. Léonie. Non. Tu ne devrais pas être là. Tu dois partir. Et toi, tu devrais être à l'hôtel. J'ai crié, avançant vers lui, les larmes coulant sans que je ne puisse les retenir. Avec elle? C'est pour ça? Tu m'as menti? Tu m'as menti sur tout? La femme à côté de lui a reculé dans l'ombre, le visage baissé. Léonie, ce n'est pas ce que tu crois, a-t-il commencé, s'avançant vers moi, les mains levées. Ne me touche pas. J'ai hurlé. La femme a alors fait un pas en avant, sortant de l'ombre. S'il vous plaît, dit-elle, sa voix douce mais tremblante. Ce n'est pas. Et je l'ai vue. Vraiment vue. Elle lui ressemblait. Terriblement. Les mêmes yeux bleu-gris. La même ligne de mâchoire. Le même nez droit. Je me suis arrêtée, confuse. Mon cerveau, déjà en surchauffe, n'arrivait pas à traiter cette information. Léonie, dit Bastien, sa voix se brisant, les larmes montant à ses propres yeux. Je te présente Éléonore. Il a marqué une pause, et le monde s'est arrêté de tourner. C'est ma sœur. J'ai cligné des yeux. Ta sœur? Ma voix était à peine audible. Mais, tu m'as dit que tu étais enfant unique. Tu me l'as dit le soir où on s'est rencontrés. Il a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. La culpabilité était là, maintenant. Pourquoi? Bastien, pourquoi m'as-tu menti sur ça? Ce mensonge était là, nu, entre nous. D'une certaine manière, il était plus dévastateur que n'importe quelle infidélité. Qu'est-ce qui était si terrible, si sombre, qu'il ait dû me cacher l'existence de sa propre sœur? Le silence dans la cave était lourd, glacial. Bastien luttait pour trouver ses mots, le poids de son mensonge évident sur son visage. La trahison était palpable. C'est Éléonore qui parla, sa voix claire mais tremblante. Il l'a fait pour me protéger, dit-elle doucement, s'avançant prudemment vers moi, comme on approche un animal blessé. Et pour vous protéger. Me protéger de quoi? J'ai demandé, ma rage laissant place à une confusion totale. De la même personne qui a tué votre père, dit-elle. J'ai vacillé. Étienne m'a rattrapé par le coude. Quoi? Notre père, dit Bastien, relevant enfin les yeux, son regard rempli d'une douleur que je n'avais jamais vue, une douleur qui faisait écho à la mienne. Notre père, Henri, était l'associé de ton père. Son meilleur ami. Ils ont découvert ce réseau de blanchiment d'argent ensemble. Il m'a tout raconté. Une histoire folle, digne d'un film d'espionnage. Comment leur père avait réalisé qu'ils étaient compromis. Comment le père de Bastien, étant plus jeune et moins établi, avait compris qu'ils allaient être réduits au silence, ou pire. Il avait essayé de prévenir le mien, de le convaincre de tout lâcher, de fuir. Mais mon père était têtu. Il voulait la vérité. Mon père a dû tout abandonner, dit Éléonore, les larmes coulant sur ses joues. Le jour où ton père est mort, le nôtre a simulé sa propre mort dans un accident de voiture. Il a dû nous prendre, moi et ma mère, et disparaître du jour au lendemain. Nous vivons sous de faux noms depuis 3 ans. Bastien était le seul à savoir. Il était notre seul lien. Le 14 juin, j'ai murmuré, comprenant soudain. Lyon. Ce n'était pas Lyon, dit Bastien, secouant la tête. C'était Annecy. Je devais déplacer Éléonore vers une nouvelle planque. Il l'avait presque trouvée. J'avais peur d'être suivie.
Je ne pouvais pas te le dire. Je ne pouvais impliquer personne d'autre. C'était le seul mensonge que je t'ai jamais dit. Et pourquoi moi? Pourquoi t'es-tu approché de moi, Bastien? Faisais-tu partie d'un plan? La suspicion était encore là, amère. Non, dit-il, l'air horrifié. Je t'ai rencontré par hasard. Je ne savais pas qui tu étais au début. Et quand j'ai su, j'ai voulu fuir. Mais c'était trop tard. J'étais déjà amoureux de toi. Il fit une pause. Et, ton père me l'a demandé. Quoi? 1 an avant sa mort. Il m'a trouvé. Il savait qui j'étais. Il m'a parlé de la fiducie. Il m'a dit qu'il te laissait un héritage dangereux, qu'il ne pouvait pas te le dire lui-même, car tu étais trop jeune et trop impulsive. Il m'a fait promettre que si jamais je te rencontrais, si jamais les choses devenaient sérieuses, je veillerais sur toi. De te protéger. De t'aimer. Et de n'en parler qu'après que la fiducie soit activée. Il m'avait menti. Il m'avait menti sur tout. Mais c'était un mensonge né de la protection, pas de la trahison. Mon cerveau tournait à toute vitesse, essayant de digérer cette nouvelle réalité. Bastien n'était pas un traître. Il était un gardien. Pendant que nous étions tous figés dans ce moment de révélation intense, Étienne n'avait pas bougé. Il fixait son ordinateur portable, qu'il tenait toujours. J'ai l'appareil, murmura-t-il, ses yeux rivés sur l'écran. Quoi? J'ai demandé, m'arrachant à ma contemplation. Le signal Wi-Fi. Il ne bouge plus. Il est stable. L'intrus est juste là. Il montra un point rouge clignotant sur son écran. Dans ce couloir. À quelques mètres. Ils n'ont pas bougé. Nous avons tous regardé autour de nous. Le couloir était vide. Étienne, dit maman, la voix tremblante, c'est qui? C'est une tablette, dit Étienne, sa voix devenant blanche. Je reconnais l'adresse MAC. C'est un identifiant unique. Oh mon Dieu! Il releva les yeux vers moi, son visage blême, décomposé par l'incrédulité. Léonie, c'est la tablette que j'ai configurée pour tante Gisèle à Noël dernier. Une voix froide et sarcastique résonna depuis l'extrémité du couloir, dans l'ombre. Tu es très doué, Étienne. Toujours aussi intelligent. Tout comme ton père l'était. Nous nous sommes retournés comme un seul homme. Tante Gisèle. Elle se tenait là, son élégant tailleur lavande souillé de poussière. Et sur son visage, il n'y avait plus de sourire forcé. Il n'y avait qu'une rage pure, froide, et des yeux qui brillaient d'une lueur triomphante. Tu aurais dû fuir quand tu en avais l'occasion, espèce d'idiote. Le choc m'a paralysé. Tante Gisèle. La sœur de mon père. La femme qui m'avait tenue dans ses bras à son enterrement, me disant que tout irait bien. La femme qui m'avait vue ce matin, avec ce regard froid. C'est vous, j'ai murmuré, le dégoût et l'horreur montant dans ma gorge comme de la bile. C'est vous depuis le début. Les messages. L'obscurité. La photo. C'était vous. Et bien plus encore, dit-elle d'un ton léger, comme si elle parlait de la météo. Elle s'avança dans la lumière faible, un sourire mauvais étirant ses lèvres fines. Vous avez tué papa, a dit maman, sa voix n'étant qu'un souffle. C'était une accusation terrible. Gisèle a éclaté d'un rire sec, un son horrible qui a écorché les murs froids de la cave. Il s'est tué tout seul. C'est idiot. Ton mari était un saint, Martine, n'est-ce pas? Un homme si moral. Si droit. Elle s'avança, ses talons claquant sur le sol en pierre. Sa civilité avait disparu, laissant place à une fureur qui couvait depuis des années. Il était assis sur des preuves valant des millions d'euros. Des millions. De quoi mettre notre famille, sa famille, à l'abri pour des générations. Et il a refusé de partager. Il a refusé de monnayer son silence. Il préférait jouer les héros, tout risquer pour sa vérité stupide, et nous laisser, sa propre sœur, nous débrouiller avec les miettes de son héritage légal. Vous vouliez l'argent du réseau criminel? J'ai demandé, incrédule. Je voulais ce qui me revenait de droit, a-t-elle crié, son visage se déformant. Il m'a tout pris. Son attention, l'amour de nos parents, et à la fin,
même sa fortune. Alors oui, quand ses amis m'ont contacté, quand ils m'ont offert une part pour les aider à le faire taire, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mon sang se glaça. Elle l'avouait. Elle était complice. Je savais que tu serais têtu comme lui, dit-elle en reportant son attention sur moi. J'ai tout essayé pour t'effrayer, pour te faire annuler ce mariage. La vidéo de ton cher Bastien, très convaincante, n'est-ce pas? J'ai payé une actrice pour le séduire. Il ne l'a même pas regardée. Incorruptible. Comme son père. Pathétique. Elle plongea la main dans son sac à main chic et en sortit une petite clé USB. Elle la brandit comme un trophée. Heureusement, j'avais un plan B. Qu'est-ce que c'est? Demanda Bastien, se plaçant instinctivement devant moi. Oh, c'est mon chef-d'œuvre, dit Gisèle avec un sourire mauvais. J'ai passé des mois à vous suivre. À vous écouter. J'ai fabriqué des preuves. De faux relevés bancaires, de faux emails, des enregistrements vocaux modifiés. Tout ce qu'il faut pour prouver que toi, Bastien, et ton père fugitif, avez en fait orchestré la mort de mon frère pour prendre le contrôle de la fiducie et de son argent. J'ai haleté. C'était diabolique. C'était un coup monté parfait. Alors voilà le choix, Léonie, dit-elle, s'approchant, l'odeur de son parfum cher me frappant. C'est très simple. Soit tu annules ce mariage ridicule immédiatement. Tu actives la fiducie comme prévu, et tu m'en donnes le contrôle total. Nous dirons que c'est un arrangement familial. Elle fit une pause, son sourire s'élargissant. Soit, je donne cette clé à la police, qui attend d'ailleurs un appel anonyme. Et ton cher fiancé, ainsi que sa précieuse sœur, finiront leur vie en prison pour meurtre et extorsion. Choisis. C'était un chantage parfait. Elle avait gagné. Je regardais maman, qui sanglotait en silence. Agathe, pétrifiée. Bastien, le visage défait, piégé. Gisèle savourait son triomphe. Elle baissa la clé USB, prête à la remettre dans son sac. Maintenant. Le cri de ma mère a déchiré le silence. Je n'ai pas compris. Avant que Gisèle ne puisse réagir, 2 hommes en uniforme noir, les agents de sécurité du château, ont surgi d'une porte de service derrière elle. Ils l'ont attrapée. Gisèle a hurlé de surprise et de rage. Elle s'est débattue, mais ils étaient trop forts. La clé USB a volé de sa main et a glissé sur le sol. Étienne s'est précipité pour la ramasser. Comment? Gisèle haletait, maîtrisée, son visage de femme du monde tordu par la haine. Maman s'avança, le visage durci par une colère que je ne lui avais jamais vue. Tu croyais que j'étais stupide, Gisèle? Tu croyais que je n'avais pas de soupçons depuis la mort de mon mari? Je t'ai vue, ce matin, rôder près de la chambre de Léonie. J'ai prévenu la sécurité il y a 1 heure, leur demandant de te surveiller. Elle l'avait piégée. Ma mère l'avait piégée. Le couloir était soudainement silencieux, à l'exception des hurlements étouffés de Gisèle que les gardes emmenaient. Vous le paierez. Vous le paierez tous. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je tremblais de la tête aux pieds, le contre-coup de l'adrénaline me frappant de plein fouet comme un camion. Mes genoux ont cédé. J'ai failli m'effondrer sur le sol froid, ma robe s'étalant autour de moi. Bastien s'est précipité, mais c'est maman qui m'a rattrapé en premier. Elle m'a serré dans ses bras, si fort que j'ai cru que mes os allaient se briser. C'est fini, ma chérie. C'est fini. Je me suis accrochée à elle, mon visage enfoui dans son épaule, et j'ai pleuré. Enfin. J'ai pleuré pour mon père. J'ai pleuré pour la trahison de ma tante. J'ai pleuré pour le mensonge de Bastien. J'ai pleuré pour mon mariage détruit. Toutes les larmes de peur, de trahison et de choc que j'avais retenues ces 45 dernières minutes ont déferlé. Ton père, a-t-elle murmuré dans mes cheveux, ses propres larmes coulant sur moi, il serait si incroyablement fier de toi. Tu as trouvé la vérité. La vérité. Ce mot. Il revenait sans cesse. Je me suis doucement détachée d'elle. Mon regard s'est posé sur Bastien. Il se tenait à quelques mètres de là, à côté d'Éléonore, qui pleurait en silence. Il ne m'a pas regardé. Il fixait le sol, son visage un masque de honte et de tristesse. J'ai marché vers lui.
j'ai senti le poids de chaque pas. Il a relevé les yeux. J'y ai vu tant de douleur, tant d'amour, et tant de peur. Léonie, a-t-il commencé, sa voix rauque. Je n'ai jamais voulu te mentir. J'ai fait une promesse à ton père. Je voulais te protéger. Je t'aime plus que tout. Mais, je comprendrai. Si tu ne peux plus. Il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Si tu ne peux plus m'épouser. J'ai regardé cet homme. L'homme qui m'avait menti pendant des mois. L'homme qui m'avait caché l'existence de sa propre sœur. L'homme qui m'avait entraîné, sans même le savoir, dans cette guerre qui avait coûté la vie à mon père. Mais j'ai aussi vu l'homme qui avait risqué sa vie pour protéger sa famille. L'homme que mon père, mon juge de caractère infaillible, avait choisi. Pas pour moi, mais comme protecteur. J'ai repensé aux mots de mon père, ceux que Gisèle avait tenté de souiller. N'aie jamais peur de la vérité. C'est la seule chose qui te libérera. La vérité était là. Douloureuse, compliquée, terrifiante. C'était la vérité. Et pour la première fois de ma vie, je comprenais ce qu'il voulait dire. La vérité ne libère pas en étant jolie. Elle libère en brûlant les mensonges. J'ai pris la main de Bastien. Elle était froide comme la glace. Il a sursauté, surpris. Nous n'allons pas nous marier aujourd'hui, Bastien. J'ai vu la douleur traverser son regard, mais je n'avais pas fini. Mais nous n'allons pas fuir non plus. J'ai relevé la tête. J'ai senti une force nouvelle, une clarté que je n'avais jamais eue. Ce n'était pas la joie d'une mariée. C'était la détermination d'une survivante. J'ai lissé ma robe, non plus comme une victime, mais comme une guerrière en armure. Viens, j'ai dit. J'ai commencé à marcher. Non pas vers la sortie. Non pas vers une voiture pour m'enfuir. Je suis retournée vers la salle de réception. Vers la musique interrompue. Vers nos 100 invités stupéfaits et murmurants. Bastien m'a suivi, sa main serrant la mienne. Ma mère et Agathe aussi. Étienne fermait la marche, la clé USB en sécurité dans sa poche. Je n'ai pas ralenti. J'ai traversé la foule silencieuse, les visages confus de nos amis. J'ai marché jusqu'à l'hôtel. J'ai pris le micro des mains du célébrant, abasourdi. Le silence était total. Mesdames et messieurs. Je vous demande pardon pour cette attente. Ma voix était claire. Elle ne tremblait pas. Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Un hoquet collectif a parcouru la salle. Parce qu'un mariage, j'ai continué, mon regard trouvant celui de Bastien, construit sur des secrets, la peur et les mensonges, ce n'est pas un mariage. C'est une prison. J'ai marqué une pause. J'ai respiré. Aujourd'hui, à la place, nous commençons à dire la vérité. J'ai regardé ma famille. Mon ancienne vie était terminée. Ma nouvelle vie, une vie que je n'avais jamais demandée, mais que j'allais maintenant choisir, venait de commencer. Les semaines qui ont suivi ont été un chaos. Un chaos indescriptible fait de gyrophares, de journalistes campant devant le château, et d'une armée d'avocats. La clé USB qu'Étienne avait récupérée contenait bien les fausses preuves de Gisèle. Mais ironiquement, elle contenait aussi, dans un fichier caché, ses propres communications avec le réseau criminel. Elle avait gardé une assurance. Cette clé, combinée au fichier de la fiducie, que nous avons finalement activé légalement, non pas par un mariage, mais en tant qu'héritière directe de mon père, a tout déclenché. L'enquête de mon père était méticuleuse, brillante. Elle a fait tomber un réseau de corruption et de blanchiment d'argent qui impliquait des noms que l'on voit normalement dans les magazines financiers, pas dans les dossiers criminels. Il y a eu des arrestations. Des démissions. Des comptes en banque gelés à l'étranger. L'empire que Gisèle convoitait en s'est effondré. Elle-même a dû faire face à la justice. Pas seulement pour le chantage, mais pour sa complicité dans la dissimulation de la véritable cause de la mort de mon père. L'enquête a été rouverte. Ce n'était pas une crise cardiaque. C'était un surdosage forcé de ces médicaments pour le cœur, administré par un médecin corrompu, lui-même lié au réseau. Gisèle avait tout su. Elle avait laissé faire. Mais la vraie bataille, la plus dure, elle ne se passait pas dans un tribunal. Elle se passait chez moi.
Dans le silence de notre appartement, rempli de cadeaux de mariage que nous ne savions pas quoi faire. La vie n'est pas revenue à la normale. Comment le pourrait-elle? Bastien et moi. Nous avons commencé une thérapie. Une thérapie de couple. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas romantique. C'était dur. C'était laid. Il m'a fallu des mois. Des mois pour lui pardonner. Non pas de m'avoir menti sur une autre femme, car il n'y en avait jamais eu. Mais de m'avoir menti sur qui il était. Sur sa famille. Sur le danger. Il m'avait ôté le choix de l'affronter avec lui. Il avait choisi pour moi, comme mon père l'avait fait. J'étais en colère. J'étais blessée. Mais la thérapie nous a aidés. Nous avons parlé. Nous avons crié. Nous avons pleuré. Nous avons appris à tout déballer. Nous n'avions plus de secrets. Nous avons dû réapprendre à nous faire confiance, brique par brique, mot par mot, sur les ruines fumantes de nos mensonges, même ce n'est de la protection. Éléonore et son père ont finalement pu sortir de l'ombre, sous protection judiciaire, mais libres. Ils ont pu témoigner. Ma vie a changé. Ma nouvelle identité n'était plus faite de plans de table et de robes en dentelle. Elle était faite de dossiers légaux, de réunions avec des avocats, et de la gestion de la Fondation pour la transparence financière que j'avais créée avec l'argent de la fiducie, au nom de mon père. J'avais repris son combat. J'avais enfin compris. L'héritage de mon père n'était pas l'argent. Ce n'était pas la peur. C'était la vérité. Et j'étais maintenant sa gardienne. 6 mois plus tard, Bastien et moi nous sommes mariés. Pas dans un château. Pas avec 100 invités. Nous l'avons fait à la mairie un mardi après-midi pluvieux. Avec maman, Agathe, Étienne et Éléonore comme seuls témoins. Ce jour-là, quand j'ai dit « oui », ma voix était stable. Je ne le disais pas à un prince charmant sans défaut. Je le disais à un homme imparfait, qui m'avait menti, mais qui avait aussi tout risqué pour moi. Je le disais à un partenaire. À un combattant. À mon égal. Mon histoire a eu une fin, compliquée, mais une fin. Mais je sais que beaucoup d'entre vous vivent peut-être au milieu de leurs propres drames familiaux, de secrets financiers, de problèmes d'héritage ou de mensonges douloureux qui détruisent la confiance. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, si elle vous a fait vous demander ce que vous auriez fait à ma place, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour que d'autres puissent la trouver. Et surtout, dites-le moi dans les commentaires. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un de proche? Avez-vous déjà découvert un secret de famille qui a tout changé? Comment avez-vous réussi à pardonner, ou à reconstruire? Votre histoire compte aussi. Et c'est peut-être la prochaine que le monde a besoin d'entendre. Merci de m'avoir écouté.